Bonjour et bienvenue. La vidéo d'aujourd'hui sera réalisée suite à une demande de la part des abonnés pour une vidéo spécialement dédiée à des exercices corrigés en POO Python. Sans plus tarder, on commence. On commence maintenant le premier exercice concernant la gestion d'un compte bancaire. Donc, on va essayer de créer notre classe gestion compte bancaire. Ensuite, on aimerait définir le constructeur. Comme c'est indiqué, il a trois paramètres qui sont le numéro de compte, le nom du client et vers la fin le solde du compte. Donc on va créer notre méthode inis comme on a vu dans le cours. Et puis on va essayer d'initialiser nos attributs. On commence d'abord par self pour parler de l'objet lui-même. Ensuite, on va mettre le numéro de compte, le nom du client et vers la fin, le solde du compte. Donc, c'est d'ailleurs ce qui va être inséré par l'utilisateur. D'accord? Ce sont les valeurs des attributs qui sont en paramètres. Et puis ici, on va essayer de définir nos attributs et voilà, donc les initialiser par ce qui se trouve sur les paramètres de notre méthode inis. Donc la deuxième question est de créer une méthode qui s'appelle versement. Verser une somme d'argent, c'est-à-dire que nous aurons besoin de mettre en paramètre, d'accord, la somme d'argent qui va être versée. Et puis le versement, c'est-à-dire qu'on va ajouter à notre solde une nouvelle somme d'argent. D'accord? Donc on n'oublie pas de mettre self tout d'abord, tout au début des paramètres. Donc on doit mettre un self. Et puis ici, on va essayer de faire une mise à jour de notre solde. Donc ici, c'est le nouveau solde du compte qui sera composé de l'ancien solde plus la somme d'argent qui a été versée. Si on aimerait récupérer le solde du compte mis à jour, il suffit de faire appel à l'instruction return qui permet de le retourner. Alors ici, on passe à notre méthode de retrait et qui permet à l'utilisateur de retirer de l'argent. Donc on aura déjà besoin de mettre en paramètre la somme du retrait qu'on va appeler somme retrait. Et puis, alors ici sur la méthode versement, il est préférable de mettre somme versée. Comme ça donnera plus de signification. Concernant le retrait, donc notre nouveau solde du compte va être égal à l'ancien solde du compte moins la somme retrait. Ici, il est obligatoire de mettre une condition qui concerne le solde du compte. Il doit être supérieur strictement à la somme qui va être retirée. Sinon, un message va être affiché disant que le solde du compte n'est pas suffisant. Alors ici, on passe à notre méthode affichage info et qui permet d'afficher les informations concernant nos attributs. On va commencer par le numéro de compte. Il suffit de mettre une phrase, le numéro de compte et la concaténer avec notre attribut numéro de compte. Ça va être pareil pour le nom et le solde du compte. Maintenant, afin de tester notre classe, il suffit d'instancier un objet, un compte bancaire qu'on va appeler alors compte bancaire 1 et on essaiera de faire appel pour cela à notre constructeur et d'initialiser les attributs en suivant leur ordre. On commence déjà par le numéro du compte, ensuite le nom du client et vers la fin le solde du compte.
Donc, on va essayer de faire ici un versement. D'accord? Il est possible de le faire en appelant la méthode versement. Et puis, en paramètre, on mettra la somme qui va être versée. Et vers la fin, si on aimerait afficher les informations, il suffit de faire appel à notre méthode affichage info. Et puis, sur la console, vous pouvez voir le résultat. Si on aimerait maintenant tester notre méthode retrait, il suffit de l'appeler et puis en paramètre, on mettra la somme qui va être retirée. Et voilà, vous pouvez voir sur la console les modifs qui vont être apportés. On passe maintenant à l'exercice 2 qui concerne la création d'une classe cercle qui a comme attribut rayon et puis deux méthodes R et périmètre. On va commencer par un constructeur qui va contenir notre rayon. On va donc appeler la méthode de inis et lui donner self et puis le rayon qui va être inséré lors de l'appel de notre objet cercle. Ensuite, on passe à la création de notre méthode qui s'appelle R et qui concerne le calcul de la surface du cercle qui est pi r carré. Donc ici, on va mettre directement return et puis on trouve le pi. Il s'agit d'une constante du module math que nous avons déjà vu sur une vidéo précédente. Il suffit de importer alors notre module math et puis on va mettre math.pi. Ça va donner ici la valeur de pi exact. Et puis on va multiplier par notre rayon, c'est self.rayon. Et puis pour mettre le rayon au carré, il suffit de faire appel à double étoile et puis on met 2. Nous reste le calcul du périmètre qui est 2 pi r. Donc ça va être pareil, on fait appel aussi à math.pi. Donc c'est 2 fois math.pi fois self.rayon. Ici, on passera au test afin de voir est-ce que notre classe elle est exacte. Donc, il suffit ici d'instancier un nouvel objet de notre classe cercle qu'on va appeler mon cercle. Et puis, en paramètre, on va mettre un rayon de notre choix qui est par exemple 5. On essaiera d'afficher l'aire et le périmètre. Donc, il suffit de faire appel à l'objet mon cercle et puis un point et ça va appeler l'aire. C'est pareil pour le périmètre. Par contre, ici, j'ai besoin d'ajouter une phrase qui dit que la surface de mon cercle est, on va concaténer avec le résultat. On va mettre pareil pour le périmètre. Donc ici, comme vous pouvez voir sur la console, le résultat est bel et bien affiché. Alors si j'aimerais avoir rien que deux numéros après la virgule, donc il suffit de faire appel à round pour donner l'arrondi de ce qui a été calculé. Ici, on passe à l'exercice 3 qui permet de créer une classe rectangle ayant les attributs longueur et largeur et puis deux méthodes périmètre et R.
Donc, jusqu'à maintenant, on va essayer de créer notre classe rectangle et puis faire appel à notre constructeur afin d'initialiser nos attributs. Alors ici, je fais exprès d'appeler mes paramètres longueur et largeur ma longueur et ma largeur, juste pour faire la différence entre les attributs et les valeurs d'attributs. Donc, ce qui se trouve sur les paramètres, c'est ce qui va être affecté à nos attributs longueur et largeur. Passons maintenant à la méthode périmètre d'un rectangle, c'est la largeur plus la longueur, le tout multiplié par 2. Et passons maintenant à créer notre méthode R qui est la largeur fois la longueur. On passera à créer maintenant une classe fille parallélépipède qui est la classe fille de la classe rectangle. Donc, comme on a vu sur la vidéo d'héritage, il suffit de mettre des parenthèses et puis mettre la classe mère qui est rectangle. Nous allons essayer de créer notre constructeur qui fera appel au constructeur de la classe mère et puis on définit la hauteur que nous avons de plus sur notre nouvelle classe. Alors ici, vous aurez le choix soit de mettre, comme j'ai fait ici, donc les deux classes sont sur le même fichier, mais je préfère que vous faites les deux classes séparées, chacune sur un fichier, et pour faire appel à une classe, il suffit de mettre import et le nom de votre fichier. On passe ici pour créer notre méthode volume qui est la largeur fois la longueur fois la hauteur. Il suffit ici d'appeler directement la largeur et la longueur puisqu'il s'agit des attributs d'une classe mère, on pourra les appeler directement. On passera maintenant à faire notre test. Donc ici, on va instancier un nouvel objet de notre classe rectangle et puis on essayera de faire appel à nos méthodes périmètre et R. Puis on essayera d'instancier un nouvel objet parallélépipède et par la suite, on essayera de faire appel au périmètre, à l'air et puis au volume. Ici, on va instancier un nouvel objet parallélépipède de la classe qu'on va appeler mon paral. Et puis, vous avez le choix soit de garder les mêmes longueurs et largeurs de votre rectangle, sinon vous pouvez les changer comme je fais là maintenant. Et puis, le troisième paramètre, c'est la hauteur. On fait appel aux trois méthodes et on exécute. Donc, oups, il y a un problème au niveau de la ligne 20. On va essayer de voir. Ça se voit que nous avons oublié un self pour faire appel à l'objet lui-même. On passe maintenant à l'exercice 4 qui concerne la création d'une classe calcul qui a un attribut nombre et des méthodes de factoriel, liste des diviseurs et nombre premier. On va d'abord créer notre constructeur qui va contenir notre attribut nombre. Ensuite, on va passer à la création de notre fonction factorielle qui permet de faire un calcul factoriel de notre nombre. Il existe plusieurs façons de calculer la factorielle en Python. Nous, on va choisir la nôtre en utilisant une boucle while. Donc, juste pour rappel, 3 factoriel, c'est 3 fois 2 jusqu'à arriver à 1. Comme vous voyez, pour chaque multiplication, on diminue par 1. Alors, ici, on va créer une variable résultat qui va nous servir. Ça va être un nombre dans notre cas et on va l'initialiser par 1. Alors,
le résultat, on va mettre ici notre boucle while et qui a comme condition que notre nombre doit toujours être supérieur ou égal à 1 pour éviter les cas particuliers. Donc ici, on va faire appel à notre variable résultat et on va mettre résultat est égal l'ancien résultat, d'accord, l'ancienne valeur qui sera stockée sur résultat sera multipliée par notre nombre. D'accord? Et par la suite, on va essayer de faire une décrémentation de notre nombre de 1. Soit on écrit moins égal à 1 ou bien self-nombre est égal self-nombre moins 1. Moi, je préfère l'écriture réduite en utilisant le moins égal. D'accord, c'est pareil pour la ligne 17. Donc, le résultat qui est égal au résultat fois self fois nombre, on pourra le réécrire résultat fois égal self point nombre. D'accord, donc c'est le résultat qui sera récupéré à chaque fois que la boucle itère. Donc ici, on va retourner notre résultat, c'est ça, le résultat du factoriel qui sera calculé. Essayons maintenant de faire un jeu d'essai juste à titre explicatif. Donc, supposons qu'on va essayer de calculer le factoriel du nombre 3. Sur la ligne 17, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, le résultat, il est initialisé à la ligne 15 par 1. Et du coup, sur la ligne 17, le nouveau résultat sera l'ancien résultat qui est égal à 1 multiplié par le nombre qui est égal à 3. Donc, sur la ligne 18, on va écrire ça. Et puis, après la ligne 19, donc, il y a eu une décrémentation du nombre. Du coup, notre nombre sera égal à 3 moins 1 qui est égal à 2. Puisque 2 est supérieur ou égal à 1, on va rester sur la boucle while et on passe à la ligne 17. L'ancien résultat, c'était normalement 3. Donc, le nouveau sera égal à 3, qui est l'ancien multiplié par le nombre qui est égal à 2. Donc, ici, après une décrémentation, nous aurons 2 moins 1 qui va être égal à 1. Donc ici, notre nombre, il est supérieur toujours ou égal à 1. Du coup, l'ancien résultat qui est égal à 6, donc on va faire nouveau résultat est égal l'ancien qui est égal à 6 multiplié par 1 qui est notre nombre. Et voilà, après une décrémentation, notre nombre sera égal à 1 moins 1 qui est 0. Et puisque 0 ne respecte plus notre condition while, du coup, on va sortir de la boucle et on va retourner le dernier résultat qui est 6 fois 1 et ça va donner 6. Donc, factoriel de 3, c'est 3 fois 2 fois 1 et ça donne 6. Donc, voilà, notre logique, elle est bonne. Il est tout à fait possible d'utiliser la méthode factorielle qu'on pourra importer à partir du module Math. Donc, on va mettre ici return et on appelle factoriel directement. On lui passe en paramètre notre nombre qui est self.nombre. On passe maintenant à la méthode liste diviseur qui permet de stocker dans une liste tous les diviseurs d'un nombre. Donc ici déjà pour définir un diviseur, si c'est alors le nombre modulo ce diviseur est égal à 0, c'est-à-dire que le reste de la division du nombre par ce diviseur, le reste sera égal à 0. À ce moment-là, on pourra dire qu'il s'agit d'un diviseur du nombre. Donc essayons d'écrire cela. On va ici mettre une condition sur notre nombre. Donc, if self nombre pourcentage, c'est-à-dire modulo. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas d'où on pourra ici
avoir le diviseur. Donc, on va se contenter de mettre ici égal à 0. Et voilà, donc on va essayer de voir comment nous allons chercher le diviseur. Donc d'abord, créons une liste. Ici, là où on va stocker les diviseurs qu'on va trouver, on va l'appeler liste div et qui sera une liste vide pour l'instant. Et ici, afin d'avoir les diviseurs, on va déjà créer une boucle for et on va choisir ici diviseur in et on va faire appel à notre fonction range. On va mettre 1 et le second paramètre c'est self.nombre plus 1 parce qu'à chaque fois on met le nombre moins 1 pour utiliser le range. Donc ici voilà, ce qu'on va mettre ici c'est diviseur, c'est ça. Donc ça va être dans la boucle for et toujours on va itérer sur la fonction ici range de 1 jusqu'à self-nombre plus 1. Donc voilà, on va essayer de remplir notre liste grâce à la fonction append et on va mettre en paramètre le diviseur qu'on trouvera. Donc de préférence d'enlever le S sur diviseur parce qu'à chaque fois on n'aura rien qu'un seul diviseur et on itère sur for jusqu'à trouver toute la liste. Donc voilà, et vers la fin on met return pour retourner notre liste de diviseurs. Voilà, donc c'est ça la méthode liste diviseur. On passe, la dernière méthode c'est nombre premier qui permet de tester si un nombre est premier ou non. Déjà, la définition d'un nombre premier, il s'agit d'un nombre qui n'accepte la division que sur 1 et lui-même. D'accord? On pourra trouver pas mal des nombres qui sont premiers, à savoir nous avons le nombre 3, le nombre 5, 7, 11, 19, 23, ainsi de suite. La liste est longue, comme on dit. Donc voilà. Et alors ici, il y a une idée. Déjà, nous avons la méthode liste diviseur. Pourquoi ne pas l'utiliser pour tester si un nombre est premier ou pas? Il est facile de le faire. Donc, il suffit ici d'avoir la longueur de ma liste devrait être égale à 2. Pourquoi? Parce qu'elle va contenir le 1 et puis comme diviseur et puis le nombre lui-même comme diviseur, c'est-à-dire qu'on aura ici rien que 2 diviseurs, d'accord? Donc automatiquement, il s'agit d'un nombre premier. Donc c'est ça ce qu'on fait ici. Si c'est 8, alors le nombre est premier. Et on va concaténer avec notre nombre, histoire de vérifier, c'est tout. Donc self.nombre. Sinon, le nombre n'est pas premier et on concatène avec notre nombre. Maintenant, on passe pour faire le test de nos méthodes. Donc, on va instancier un objet calcul qu'on va appeler mon calcul. Et on va faire appel à notre constructeur. On lui donne comme paramètre notre nombre au pif. On va choisir 4. On va essayer d'avoir la factorielle de 4. On va mettre ici un message, le calcul factoriel de mon nombre et on va le concaténer avec la méthode factorielle. Donc c'est pareil pour les autres méthodes. Pour avoir la liste des diviseurs, donc on va essayer de mettre la liste des diviseurs de mon nombre et on va concaténer avec la méthode liste diviseur. Et pour s'assurer, alors pour faire le test si le nombre est premier ou pas, donc il suffit directement d'appeler nombre premier sans mettre le print puisqu'on a déjà le print à l'intérieur de notre méthode, donc c'est pas la peine de le remettre. Donc voilà, on va essayer d'exécuter pour avoir le résultat. Donc comme vous pouvez voir, le résultat est bien affiché. Si on change, on met 17, vous voyez ici.
Passons maintenant à un exercice simple concernant le jeu domino. Donc ici, on va essayer de créer une classe domino qui aura comme attribut côté 1 et côté 2. Du coup, on va essayer de créer notre constructeur avec les deux paramètres côté 1 et côté 2. On passe maintenant à la création de la méthode affiche-point qui permet d'afficher les deux côtés du domino. On va mettre pour cela un print et on va ajouter un message. Donc, les points du côté 1, on va concaténer avec notre attribut self côté 1 et on va faire pareil pour les points du côté 2. Nous avons besoin ensuite de créer une méthode qui s'appelle SumPoint et qui permet de calculer la somme des points du domino. Donc, on va mettre un return directement et on va mettre self côté 1 plus self côté 2. On va passer maintenant à faire notre test. On va essayer de créer deux dominos dont les côtés sont 4, 5 et 5, 2. On va essayer de faire appel aux méthodes affiche-point. Et puis vers la fin, nous allons essayer d'avoir la somme des points des deux dominos. On essaiera d'exécuter maintenant et comme vous pouvez voir sur la console, les informations sont bien affichées. À noter que tous les exercices que nous avons vus peuvent en effet avoir plusieurs autres méthodes pour les résoudre. Donc voilà, notre vidéo touche à sa fin. Pour m'encourager davantage à créer du contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de partager le contenu avec vos amis. Je vous dis à très bientôt.